règle. Donc aujourd'hui, c'est une journée de soutenance doctorat, donc d'une étudiante de notre laboratoire l'AFSTIC. Et cette étudiante, c'est Madame Guesseau, qui va nous présenter son travail de recherche dans le cadre de la préparation de son doctorat, qui s'est réalisé au niveau de notre laboratoire. Je le mentionne une fois encore. Donc, le travail de recherche s'intitule Planning de rotation des infirmières, qui a été mené par cette candidate. Donc, nous vous prions de présenter votre travail dans un intervalle de 45 minutes maximum, et puis on procédera aux questions-réponses et l'évaluation de votre travail. Faites l'exemple. Monsieur le Président du jury, Monsieur le jury, Monsieur l'encadreur, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant vous aujourd'hui l'essentiel de ma thèse intitulée Planning de rotation des infirmières sous la direction du professeur Haddadi. La présentation va se dérouler selon le plan suivant, en commençant par une brève introduction et on passe à la définition de notre problème étudié. Les trois sections suivantes présentent notre approche proposée, où la première est une hybridation de la méthode d'optimisation du sous-gradient et la recherche dans le voisinage à très grande échelle. La deuxième est une méthode simple à deux phases et la troisième méthode est une méthode basée sur un algorithme de propagation du plante et on clore par une conclusion générale et quelques perspectives. L'établissement des emplois du temps est une tâche administrative tellement compliquée et ennuyeuse. La création manuelle des plannings est devenue beaucoup plus compliquée en raison de la grande masse des informations et des ressources à planifier. Ce type de problème se pose dans de différents domaines de la vie professionnelle. Par exemple, la planification des vols dans les compagnies aériennes, les événements sportifs, les machines dans les domaines industriels, les itinéraires des bus et des trains, les cours et les examens dans le domaine académique, les rotations dans le domaine hospitalier. Et dans ce travail, nous nous intéressons aux planifications du personnel dans les milieux hospitaliers et plus précisément celle du planning de rotation des infirmières, Nurse Rostering Problem. Ce problème est un problème d'optimisation combinatoire très difficile. Sa complexité théorique est un peu dure et en pratique, elle est très difficile à résoudre, surtout à l'optimalité à cause de la grande masse de données et de l'explosion combinatoire. Et de tels problèmes sont compliqués et difficiles à résoudre, en particulier pour les résoudre à l'optimalité. Donc, le problème de l'élaboration d'un planning pour les rotations des infirmières consiste à concevoir un planning qui satisfait les besoins de l'hôpital ainsi que les demandes du personnel, tout en respectant un certain nombre de contraintes prédéfinies. Ces contraintes sont souvent classées en deux catégories. Les contraintes dures qui doivent être impérativement totalement satisfaites. Ces contraintes déterminent la faisabilité ou la réalisabilité et les contraintes dites molles, soft contraintes, ces contraintes expriment les préférences et aversions. Ces contraintes peuvent être violées, mais il est toujours souhaitable de les satisfaire autant que possible, puisque la qualité du planning fourni est en relation proportionnelle avec leur taux de satisfaction. Ce degré est souvent calculé par une fonction objective. Donc, alors, la difficulté de proposer un modèle général pour résoudre ce genre de problème est que les contraintes, les besoins, les réglementations et les objectifs se diffèrent d'un établissement à l'autre, ce qui rend la proposition d'une approche générale pour résoudre ce genre de problème est impossible. Pour cela, plusieurs bases de données benchmark ont été proposées pour aider les chercheurs à tester et d'évaluer leur approche proposée et de comparer leurs performances. Le modèle étudié pour évaluer la performance des méthodes proposées est celle issue de la base de données NSPLib proposée par Van Hook et Mainwan. C'est une base de données librement accessible. Elle se compose d'un grand nombre d'instances artificiellement générées avec différents niveaux de complexité. Et c'est un problème mono-objectif. La formulation mathématique
schématique de ce problème est comme suit. Pour une infirmière et un shift pattern, on doit construire un planning pour des jours, où chaque jour se compose de S shifts, ce qui rend le nombre total de shifts constituant un shift pattern égal à D, où D égale à S fois D. Les shift patterns sont présentés par la matrice A de dimension M, P, où A et K égale à 1, c'est le shift pattern I couvre le shift K, et égal à 0 autrement. La variable de décision X est interprétée comme suit. XIG égale à 1, si le shift pattern I est affecté à l'infirmière G égale à 0 autrement. Dont l'objectif est de minimiser la fonction objectif suivante, où le coefficient CIG présente le coût total de préférence pour l'infirmière G lorsqu'elle est affectée au shift pattern I, bien sûr en respectant les contraintes dures, où chaque infirmière doit être affectée impérativement à un et un seul shift pattern à la fois, et la deuxième est une contrainte de couverture, c'est-à-dire que la demande doit être satisfaite pour chaque type de shift, où le nombre d'infirmières requis pour un shift K doit être au moins BK. Donc, les méthodes utilisées comme tout problème d'optimisation combinatoire pour résoudre le NRP sont souvent classées en deux catégories. Les méthodes exactes qui sont destinées à trouver des résultats exacts où l'espace de recherche est exploité d'une manière exhaustive. Parmi ces méthodes que l'on trouve en abondance dans la littérature, on a la programmation en nombre entier, la programmation dynamique, branch and bound, branch and price et plein d'autres. Mais malheureusement, ces méthodes classiques sont souvent utilisées pour des problèmes de taille raisonnable, de petite taille ou de taille moyenne. Mais si les problèmes sont de grande taille, les méthodes approchées sont souvent utilisées pour trouver les solutions proches de l'optimal, de bonne qualité et dans un temps d'exécution raisonnable. Parmi ces méthodes existantes, il y a les méthodes d'intelligence artificielle, les heuristiques, les méta-heuristiques, hyper-heuristiques et plein d'autres. Donc, parmi les méthodes les plus réussies et promoteuses qui gagnent beaucoup de popularité dans les 2 dernières décennies, on a les méta-heuristiques. Les méta-heuristiques sont souvent classées selon la stratégie de la recherche en 2 catégories. Les méthodes basées sur la recherche locale ou les méthodes de trajectoire, où la recherche commence par une seule solution unique et la recherche est itérée dans le voisinage de cette solution. Parmi ces méthodes, on a les méthodes de recueil simulé, la recherche tabou, grande leg, la recherche glotton et d'autres. Et l'autre type, c'est les méthodes basées sur la population, où la solution et où la recherche commence par plusieurs solutions pour explorer différents lots de l'espace de recherche. Parmi ces méthodes, on a les algorithmes génétiques, les colonies d'abeilles, les colonies de fourmis, les essaims de particules et plein d'autres. Donc, en résumé, le problème de rotation des infirmières est un problème d'optimisation combinatoire très difficile, aussi bien du point de vue de la complexité théorique que de la mise au point pratique. Et dans la littérature existante, beaucoup de modèles ont été mis en évidence. Et pratiquement toute la panoplie des méthodes de la recherche opérationnelle ont été testées. Et la tendance lourde étant axée sur les méta-heuristiques. Donc, l'objectif de ce travail de recherche est double. C'est de développer des méthodes capables de produire des solutions de qualité et compétitives avec l'état de l'art. Et de faire en sorte que ces méthodes soient suffisamment génériques pour être appliquées plus généralement à d'autres problèmes et à d'autres contextes. Notre première approche proposée consiste à une méthode hybride de l'optimisation de sous-gradients et de la recherche dans le voisinage à très grande échelle. Nos contributions peuvent être résumées comme suit. Un voisinage exponentiel est proposé, la VLSN est hybridée pour améliorer la qualité des plannings générés itérativement, et un mécanisme d'optimisation de sous-gradient est exploité pour guider la recherche dans le voisinage et accélérer l'exploitation de l'espace de recherche. La recherche VLSN représente la recherche où la taille de voisinage s'augmente d'une manière exponentielle avec la taille du problème. La propriété importante de la taille voisinage est la possibilité de produire un bon optimum local. Mais une contrepartie est qu'elle peut prendre du temps beaucoup plus long à les chercher. Donc, la recherche VLSN est attractive quand le voisinage peut être cherché efficacement.
Donc, et afin d'atteindre cet équilibre, une méthode d'optimisation de sous-gradient est appliquée pour guider la recherche VLSM. Donc, la majorité des problèmes d'optimisation combinatoire difficiles peuvent être considérés comme des problèmes faciles qui sont compliqués par l'ajout d'un ensemble relativement restreint de contraintes secondaires. L'idée de base de la relaxation lagrangienne est de relâcher les contraintes difficiles et les réintégrer dans la fonction objective sous forme de pénalité reliant linéairement les contraintes relaxées. Par exemple, à partir du problème primal NRP, si on applique la relaxation lagrangienne de la contrainte de couverture, on obtient le problème dual suivant, où WP présente la valeur optimale du problème dual, et le vecteur P, c'est un vecteur de multiplicateur lagrangien. Bien sûr, nous savons que WP est une borne inférieure de la valeur optimale du NRP. Pour tout P appartient à R. De ce fait, la solution optimale du dual lagrangien fournit la meilleure borne inférieure. Mais trouver le vecteur qui produit la solution optimale ou qui donne la meilleure borne inférieure est une tâche très difficile. Heureusement, il existe une méthode heuristique très populaire pour résoudre ce problème et qui donne des résultats de bonne qualité. C'est la méthode de sous-gradient. Le principe est simple. En commençant avec le multiplicateur initialisé à 0, ensuite la méthode de sous-gradient génère une séquence de multiplicateurs à chaque itération, et enfin on prend la valeur qui maximise la valeur du problème dual. Dans notre cas, on n'a jamais intéressé à la qualité de la borne inférieure, parce que le seul but d'utiliser la méthode de sous-gradient, c'est de guider la recherche. Donc, à chaque itération de la méthode de sous-gradient pour P fixe, le problème dual lagrangien est facilement calculé. On calcule les coefficients IG qui sont calculés par les coûts réduits et on affecte l'infirmière G au shift pattern IG ayant le coût réduit minimum. Enfin, la valeur WP est calculée en conséquence et la méthode est réitérée, c'est-à-dire que les éléments du vecteur lagrangien sont ajustés itérativement, où P à l'itération T plus 1 est calculé par la fonction suivante, où P est un paramètre qui prend sa valeur entre l'intervalle de 0 et 2. La valeur upper bound est souvent estimée par la valeur de la meilleure solution existante et les composants du sous-gradient sigma sont calculés par la fonction suivante. Enfin, pour explorer le voisinage exponentiel, une restriction du problème NRP appelé 2NRP est proposée, où chaque infirmière est autorisée seulement à être affectée aux deux shift patterns différents. Le modèle suivant présente la formulation mathématique du problème de NRP, où RG et SG sont les deux shift patterns qui sont autorisés à être choisis par l'infirmière G. Ce problème se compose de deux n variables, soit les variables binaires YG et ZG, ou YG plus ZG égale à 1. Pour expliquer la notion de voisinage de taille exponentielle, soit la solution courante R, une solution réalisable, RG égale à 1 est équivalent à XIG égale à 1, ce qui signifie que l'infirmière G est affectée au shift pattern G. Le voisinage de R est l'ensemble de toutes les solutions réalisables qui peuvent être obtenues à partir de R en remplaçant quelques shift patterns RG par SG, bien sûr, avec SG différent de RG. Donc, pour définir le voisinage NR de R, on commence d'abord de choisir pour chaque infirmière G un autre shift pattern appelé SG. Alors que 2NRP est défini avec RG et SG arbitraire, une version faisable appelée F de NRP est proposée. Cette version est légèrement plus facile puisque nous avons une solution réalisable qui est R. Plus précisément, on fixe la valeur YG à 1, ça implique que ZG égale à 0 et on obtient une solution réalisable avec le coût optimal C égal au coût de la meilleure solution courante. Pour résoudre le problème F de NRP, on doit le transformer à un problème binaire avec n variable et P contrainte, où la variable ZG est remplacée par la valeur 1 moins YG. Dans ce cas-là,
la variable YG égale à 1 signifie que le shift pattern est maintenu pour l'infirmière G. Mais égal à 0 signifie que l'infirmière G reçoit le shift pattern SG. Donc, pour guider la recherche VLSN, on l'a hybridé avec une méthode d'optimisation de sous-gradient. L'hybridation se fait d'une manière très simple. Soit R, la meilleure solution courante. Ensuite, à chaque itération de la méthode de sous-gradient, on calcule les coûts réduits et les coefficients SG obtenus par les coûts réduits minimum sont à utiliser pour définir le voisinage de la solution courante. Et on définit enfin le problème binaire, qui est un problème très petit qui peut être résolu directement par n'importe quel solveur mis à usage général. Donc, en résumé, l'approche proposée peut être résumée par le schéma suivant. La méthode est hybride dans le sens où elle se base sur la recherche itérative des VLSN, dont la définition est guidée par la méthode de sous-gradient. Au début, sans aucune solution à notre disposition, on doit construire une. Pour lancer la recherche VLSN, on doit avoir une solution courante, et pour la méthode de sous-gradient, on doit avoir une valeur upper bound. Pour cela, un solveur mis à usage général, dans notre cas CCplex, est utilisé, appliqué directement sur les données binaires NLP pour générer une solution initiale, dont la stratégie est de trouver la première solution et de stopper. Dans notre cas, la qualité de la solution initiale n'est pas importante. Et un échec de CPlex signifie que l'instance est vraiment infaisable. Et elle est proclamée comme telle. Ensuite, à chaque itération de la méthode sous gradient, et lors de la résolution du problème réduit, les coefficients SG sont utilisés pour définir le voisinage et définir le problème F de NLP, ce qui est directement transformé à un petit problème binaire qui sera résolu à l'optimalité par le solveur CPlex. Cela améliore la solution. Les données sont mises à jour, c'est-à-dire la valeur de la solution courante et la valeur upper bound, et la méthode est réitérée. Pour l'évaluation de la méthode, le tableau suivant présente les résultats obtenus par rapport à 3 méthodes existantes. Les meilleures valeurs moyennes sont indiquées en gras. La colonne étiquetée coût présente la valeur moyenne de la fonction objective. Et la colonne étiquetée taux de faisabilité présente la proportion des instances qui sont faisables par rapport à la totalité. Il est clair que la méthode proposée est toujours meilleure par rapport au point de vue de la qualité de la solution, sauf pour 2 instances. Par contre, si on observe la dernière colonne qui présente le taux de faisabilité, la méthode proposée VLSN présente le meilleur taux de faisabilité pour toutes les instances. Mais ce n'est pas surprenant puisqu'on se base sur CPlex pour produire des solutions initiales. Donc, il ne reste que de comparer les temps de calcul. La comparaison des temps de calcul est toujours problématique puisque plusieurs plateformes sont utilisées. Pour cela, on doit mettre à l'échelle des temps de calcul. Le tableau suivant présente les temps moyens après normalisation. À partir de la dernière ligne, il est clair que la méthode proposée est environ 10 fois un minimum plus rapide que les autres méthodes existantes. En conclusion, l'approche a été testée sur l'énorme ensemble des instances de benchmark NSPI. Le voisinage exponentiel et la méthode proposée pour l'explorer sont les contributions originales ici. Les résultats obtenus et la comparaison avec les méthodes existantes montrent que la méthode proposée est significative, car la méthode proposée semble être la plus rapide et la plus précise. La deuxième méthode proposée est une méthode simple, rapide et efficace à 2 phases. Notre contribution consiste à la proposition d'une heuristique générique de fixation de variables et l'application des idées très simples pour minimiser la taille du problème, c'est-à-dire le nombre d'infirmières, le nombre de shift patterns et le nombre de variables, et la génération d'un problème binaire très petit et très clairsemé qui sera résolu à l'optimalité. Donc, la méthode se compose principalement de 2 phases générales. La première phase consiste à l'application de l'heuristique de fixation de variables sur les données binaires NRP, et la deuxième phase consiste à l'application d'un solveur MIP sur les données RNRP générées par la première phase.
La première phase, c'est-à-dire l'heuristique de fixation de variables, se constitue principalement de quelques étapes comme suit. En commençant par la génération d'une solution initiale faisable, ensuite on applique la relaxation lagrangienne sur les contraintes de couverture et une méthode de Sous-Gradient est appliquée pour résoudre le problème dual lagrangien. Ces deux étapes sont appliquées de la même manière déjà expliquée. La dernière étape, c'est l'élimination des variables non promoteuses. Pour la génération d'une solution initiale faisable, une heuristique constructive Glutton est appliquée, où à chaque fois les shift patterns sont évalués pour sélectionner les plus adéquats. En calculant le nombre de chiffres de travail qui peuvent être couverts par un shift pattern I, ce qu'on appelle un poids. Ensuite, on calcule un score qui correspond à l'affectation du shift pattern et à l'infirmière G, qui est présenté par la correspondance entre le coût et le poids. Et enfin, on affecte le shift pattern I à l'infirmière G ayant le score minimum. Donc, l'infirmière G est retirée de la liste et les données sont mises à jour et la méthode se termine lorsque toutes les infirmières reçoivent un shift pattern. Bien sûr, l'heuristique Glutton ne garantit pas la faisabilité. Pour cela, à la fin de la construction de la solution, une mesure de faisabilité est calculée. Une mesure de faisabilité signifie l'insuffisance totale du nombre d'infirmières. Si cette mesure est positive, ça veut dire que la solution produite est infaisable, puisque le nombre d'infirmières assignées à un certain shift K est inférieur à la demande PK. Donc l'objectif est d'essayer de diminuer la mesure de faisabilité jusqu'à ce qu'elle disparaisse, si possible, par la modification de shift pattern à chaque fois. Donc, la règle de fixation de variables est très simple. L'idée de supprimer les variables est simple. Lorsque la méthode de sous-gradient se termine, après avoir exécuté un nombre maximum d'itérations, nous calculons la valeur sigma. La valeur sigma présente le nombre d'apparitions d'une variable durant les itérations de la méthode de sous-gradient, où xij, c'est la solution du problème relaxé à l'itération t. C'est la valeur sigma égale à 0, ça indique que la variable xij n'a jamais pris la valeur 1 de toutes les solutions du problème relaxé. Et elle est considérée comme une variable non promoteuse. Bien sûr, intuitivement, de telles variables pratiquement ont difficilement pris la valeur 1 dans une solution initiale. On peut le rejeter. Mais cette affirmation n'a aucune affirmation formelle. C'est juste heuristique. Donc, chaque variable xij, telle que la valeur sigma ij est rejetée, en fixant son coût à l'infini, cette élimination induira d'autres réductions. On obtient à la fin deux ensembles. L'ensemble ij, qui est l'ensemble des chiffres patterns qui peuvent être attribués à l'infirmière G après l'élimination des variables. Si cet ensemble pour certains infirmières G contient un seul élément, c'est-à-dire que l'infirmière G doit être affectée au chiffre pattern et dans une solution partielle. Après, le nombre d'infirmières se diminue, l'infirmière G est supprimée du problème et le coût partiel et la demande de couverture sont mis à jour. Le deuxième ensemble, GI, c'est l'ensemble des infirmières qui peuvent recevoir le chiffre pattern I. Si pour certains chiffres pattern I, cet ensemble est vide, alors ce dernier peut être supprimé et le nombre de chiffres pattern se diminue d'un. À la fin de l'heuristique de fixation de variables, les données de problème réduit sont trouvées. Le problème réduit à l'NRP. Le problème réduit à l'NRP est présenté par la formule suivante où pour N' shift pattern, N' infirmière, l'ensemble SG, c'est l'ensemble des chiffres patterns qu'une infirmière G peut choisir. Il est clair que le problème LNRP présente une restriction du problème NRP, donc une solution optimale pour le petit problème LNRP et peuvent être étendues à une solution complète pour le problème original NRP en ajoutant les valeurs de la solution partielle. Le tableau suivant présente l'effet de l'heuristique de fixation de variables sur la taille du problème, en comparant la taille du problème original par rapport au problème réduit. Le nombre d'infirmières, on peut constater que le nombre d'infirmières est légèrement diminué. Par contre, le nombre de shift patterns est largement diminué.
Et ce qui est remarquable, c'est la diminution des variables qui est, pour quelques instances, 1000 fois plus moins que le nombre des instances originales. Le tableau suivant présente la comparaison des résultats de la méthode proposée par rapport à 4 méthodes existantes et au CPLEX. Les méthodes, les meilleures valeurs moyennes sont indiquées en gras. Selon le point de vue de la faisabilité, c'est toujours la 4e méthode qui présente notre première contribution qui a le meilleur taux de faisabilité. Par contre, par rapport au coût de la solution, c'est-à-dire la qualité, c'est la méthode proposée qui a le meilleure qualité par rapport à toutes les instances. Concernant les temps de calcul, et bien sûr après normalisation des temps, à partir de la dernière ligne des temps qui présente les temps moyennes, il apparaît clairement que la méthode proposée est beaucoup plus rapide que les autres méthodes existantes. Donc, une méthode simple à 2 phases proposée. La première phase est un algorithme rapide permettant de réduire la taille de problème. La deuxième phase revient simplement à résoudre le problème en utilisant un solveur mis par usage général. Et la méthode proposée est éprouvée sur un ensemble varié d'instances issues de la base de données NSP. Les tests préliminaires montrent que la méthode proposée est significative et capable de donner de bons résultats dans un délai d'exécution raisonnable. La 3e méthode est une méthode basée sur un algorithme de propagation du plan. La méthode se compose principalement de 3 phases. La première est une heuristique de fixation de variables. C'est la même heuristique déjà expliquée. Donc on peut considérer que la méthode proposée ici peut être considérée comme une extension de la méthode déjà indiquée. La deuxième phase est l'application d'un algorithme de propagation de plantes, suivi d'une méthode de réduction via les solutions élites générées par la méthode de propagation de plantes. Notre contribution, ici, nous soulignons qu'elle se situe dans la deuxième phase, c'est-à-dire notre objectif principal est de concentrer sur le PPA et de démontrer son applicabilité étendue et son efficacité, et d'utiliser les solutions générées par le PPA pour réduire la taille de problème. Donc, toutes les plantes ont une stratégie de propagation sous-jacente. La majorité d'entre elles utilisent les grains pour se reproduire. Certains, comme les fraisiers, utilisent leurs stolons pour se propager. Les stolons présentent une branche provenant de la plante mère qui se pousse sur le sol. Lorsqu'elle touche le sol, elle produit des racines qui donnent naissance à une nouvelle plante. Donc, pour améliorer ses chances de survie, une plante de fraise applique cette stratégie de base. Si la plante mère se trouve dans un bon endroit, elle génère le plus grand nombre possible de stolons à courte distance pour donner la chance à sa progéniture de profiter pleinement des conditions avantageuses. Et au contraire, si elle est dans un endroit moins fertile, elle envoie des stolons longs pour explorer les zones les plus loin à la recherche des conditions plus appropriées. Mais dans ce cas-là, seuls quelques longs stolons sont envoyés, puisque les ressources dont elles disposent sont limitées et la recherche de meilleures solutions n'est pas assurée. Cette stratégie de propagation peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes d'optimisation combinatoire, où chaque plante est présentée par une solution, la qualité est illustrée par une fonction objective, les stolons sont présentés par la notion de voisinage et la distance est présentée par la notion de perturbation ou de déplacement. La méthode proposée peut être résumée dans le schéma suivant, en commençant par la génération d'une population initiale, suivie par une méthode de génération de longues courses de lents, après une recherche locale pour améliorer les solutions générées, pour avoir enfin une nouvelle population où une solution élite peut être choisie. Cette méthode est réitérée pour un certain nombre de générations déjà fixées. La population et chaque élément de la population initiale est généré de la manière suivante. Une solution initiale aléatoire est générée. Bien sûr, si cette solution est infaisable, on applique la méthode de réparation déjà indiquée pour avoir une solution initiale faisable.
L'intensification et la diversification et surtout l'équilibre entre eux sont des caractéristiques essentielles de toute heuristique réussie, où l'intensification concentre la recherche autour d'un minimum local, alors que la diversification permet à la recherche d'échapper de la région d'attraction des minimums locaux. Ces deux facteurs jouent un rôle très important dans le PPA, où l'intensification est présentée par l'envoi des cours selon depuis la plante mère qui est dans des bons endroits, mais la diversification est présentée par l'envoi de l'enstolant depuis la plante mère qui est dans des endroits moins bons. Et afin d'équilibrer l'intensification et la diversification, la règle suivante est adoptée. Premièrement, la taille de population delta est maintenue constante. Les delta premiers éléments de la nouvelle population sont treillés, sont sélectionnés pour la reproduction. Un pourcentage de ces meilleures solutions est prêt dans la prochaine génération en tant que bons parents et le reste sont tenus comme mauvais parents dans la nouvelle population. Et un nombre maximum de générations doit être fixé. Le processus de perturbation appliqué est simple. À chaque élément de la population, on choisit un certain nombre d'infirmières choisies au hasard, sont relâchées et ces infirmières libérées seront réaffectées à d'autres shift patterns. Si bien sûr la solution générée est infaisable, on doit la réparer par la même procédure de réparation. Pour notre approche, la génération de courtes et de longs stelons est appliquée de la manière suivante. Les courts stelons sont générés par une petite perturbation, c'est-à-dire que le nombre d'infirmières à libérer est très peu. Par contre, les longs stelons sont produits en appliquant une perturbation sensiblement plus importante, c'est-à-dire que le nombre des infirmières à libérer est plus grand. Une méthode d'amélioration locale est utilisée pour réduire le coût, si possible, pour chaque solution générée. Dans notre cas, deux structures de voisinage sont utilisées. Le premier est un interchange de shift pattern où un voisinage est obtenu par le changement de shift pattern entre deux infirmières. Cela améliore le coût. Ça, c'est toujours possible puisqu'elle ne touche pas la faisabilité. Et l'autre type, c'est le déplacement de shift pattern, où une solution voisine est obtenue à partir de la courante en remplaçant un shift pattern donné par un autre. Cela fait diminuer la valeur de la fonction objective et c'est la solution obtenue et faisable. Donc, le PPA produit à chaque itération, à chaque génération des solutions. Au lieu de considérer toutes ces solutions, on considère seulement qui ont un petit coût et qui ont des valeurs de fonction objective différentes. Donc, ces solutions spécifiques peuvent être considérées comme des solutions élites. Pour l'utilisation de ces solutions élites, on va définir les variables de référence de RNRP comme celles ayant la valeur 1 dans au moins une solution élite. Et on détermine la matrice VIG suivante, où VIG égale à 1, si la variable XIG est une variable de référence, et égale à 0 autrement. Donc, et enfin, on définit un très petit problème appelé small NRP, en ajoutant au problème RNRP les contraintes XIG égale à 0 pour tout IG, de sorte que la valeur VIG égale à 0. Donc, le problème small RNRP obtenu se caractérise essentiellement de trois propriétés intéressantes. Il s'agit d'une restriction approfondie de RNRP et constitue ainsi un programme binaire très clairsemé. Elle est toujours réalisable puisque sa région faisable contient toutes les solutions élites. Et sa valeur optimale n'est pas plus grande que la valeur de la meilleure solution élite. Donc ce problème peut être résolu directement par n'importe quel solveur paysage général dans un temps très petit. Avant de passer à l'évaluation de la méthode proposée, quelques paramètres doivent être fixés. Les valeurs indiquées dans le tableau sont prises d'une manière empirique, c'est-à-dire que plusieurs valeurs ont été testées et les meilleures d'entre eux sont choisies. Le tableau suivant présente les résultats sur un échantillon de 30 instances parmi les plus compliqués. La comparaison
comparaison se fait par rapport à la méthode proposée à une version simple de PPA, c'est-à-dire sans l'utilisation des solutions élites, et par rapport aux 3 méthodes existantes, les valeurs optimales sont indiquées en gras. Il apparaît très bien que la méthode proposée a du coup optimal meilleur que sa version simple. C'est-à-dire que l'utilisation des solutions élites est très avantageuse et aussi meilleure que les 2 premières méthodes et de même qualité que la 3e qui présente notre 2e contribution. Donc, le tableau suivant présente la comparaison de la méthode proposée par rapport à 3 méthodes existantes. La comparaison se fait par rapport à 3 points de vue, par rapport à la qualité, au temps d'exécution et au taux de faisabilité. Si on commence par le taux de faisabilité, c'est toujours la première méthode qui présente notre première contribution qui présente le meilleur taux de faisabilité. Concernant le temps de calcul, et comme toutes les méthodes ici sont exécutées sur la même machine, on peut induire que la 3e méthode qui présente notre 2e contribution a le meilleur temps d'exécution, suivi par la méthode de PPA et la 2e méthode qui sont presque équivalentes et beaucoup plus rapides que la première méthode. Donc, la comparaison du temps et du taux de faisabilité sont simples, mais la comparaison de la qualité de la solution n'est pas si évidente, sauf on élimine la première qui est dominée par les autres méthodes. Les résultats obtenus par les 3 méthodes suivantes ne présentent aucune différence significative, c'est presque équivalent. Mais malgré ça, on peut supposer que la méthode proposée reste significative, de sorte qu'elle peut donner des valeurs comparables avec les meilleures solutions trouvées. Donc, les résultats obtenus sur des instances de benchmark et la comparaison avec des méthodes existantes montrent que l'application séquentielle des 3 phases de l'approche proposée aboutit à une méthode efficace qui produit des plannings de bonne qualité. Et avant de clore, en soulignant 3 points avantageux de notre contribution. L'heuristique générique de fixation de variables a prouvé encore une fois son importance et son efficacité. Le PPA confirme ses qualités de méta-heuristique performantes. L'utilisation des solutions élites est très avantageuse. Donc, en conclusion générale, on a étudié le problème de l'élaboration d'un planning pour l'irritation des infirmières. C'est un problème d'optimisation MP dur. Notre contribution réside dans les 3 méthodes proposées. Dans la première, on a proposé une méthode hybride de la méthode d'optimisation de ce gradient avec la recherche dans le voisinage à très grande échelle. Et dans la deuxième, on a présenté une méthode à 2 phases pour réduire la taille de problème basée sur une heuristique de fixation de variables. Chacun de ces 2 travaux a fait l'objet d'une publication. Notre dernière contribution consiste à une méta-heuristique de PPA pour résoudre un problème réduit. Chacune des méthodes a fait l'objet d'une expérimentation numérique rigoureuse avec des comparaisons à des méthodes existantes pour justifier l'efficacité et la compétitivité des méthodes proposées. Cette thèse permet d'ouvrir la voie à quelques perspectives. Une extension future de ce travail peut être, en vue d'améliorer encore les performances de la méthode proposée, peuvent être, par l'ajout des algorithmes plus performants ou par l'exécution parallèle ou distribuée de nos méthodes. Il serait intéressant aussi de tester nos approches sur d'autres bases de données et sous d'autres contraintes. Et de montrer que nos approches sont génériques, qui peuvent être appliquées au problème général de l'optimisation combinatoire. Merci pour votre attention.